Mesdames et messieurs, nous allons commencer par nous excuser au nom de la SNCF. Parce que si vous attendez depuis tout à l'heure, c'est parce que Alice Taglioni, comme beaucoup de nos invités, Didier Decoing, Antoine Gallimard, ont été bloqués pendant 2 heures à cause d'un accident de personnes dans le TGV qui devrait arriver dans maintenant 5 minutes à Nancy. Donc, nous allons, avec Héloïse, essayer de vous faire patienter. Alice va arriver très vite. Elle descend du train et elle va faire le maximum pour venir très vite. Je dois dire en plus qu'elle était assez désespérée. Déjà parce que, nous allons tout vous raconter, en fait. Elle avait un tournage. Elle s'était débrouillée malgré son tournage pour accepter pour Jean et pour Héloïse cette invitation à venir ce soir. Un deuxième tournage s'est greffé dessus. Elle a réussi malgré tout à faire suspendre la programmation, la production de cet après-midi. Ça devenait très 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 difficile de jongler, mais il a fallu qu'elle se batte avec les différents producteurs. Elle a été formidable, elle s'est battue. Et tout d'un coup, elle s'est trouvée bloquée dans le train. Sur les marches du train. De la gare de l'Est. Et au moment où elle désespérait, on en était au 3e appel, 5e texto, je lui ai dit, pense à Jean et l'horizon va s'éclaircir. Et à ce moment-là, elle m'a répondu, le train part. Alors, pensez à Jean et le train va arriver. et on va y arriver, nous aussi. Alors, on va essayer de se vouvoyer, Héloïse. On est tellement habitués en fait, à se tutoyer, mais pour cette soirée, on va essayer de se vouvoyer. Je voudrais vous dire évidemment que je suis particulièrement émue de vous accompagner pour cet hommage ce soir que la ville de Nancy, le livre sur la place et le public qui aimait tant votre père ont souhaité faire. Et il nous a semblé, on ne pensait pas à ce moment-là au problème de train, que c'était en avant-première de cette 40e édition d'un salon où il aimait tellement venir, où il venait souvent et où nous aurions tellement aussi aimé l'accueillir cette année encore qu'il convenait de le faire. Avant que nous commencions à parler de Jean d'Ormesson, je voudrais me permettre de saluer la présence de votre maman, de Madame Françoise d'Ormesson, qui est très rare, il est très rare de la voir. Elle est ici ce soir et je voudrais dire que sa présence nous touche infiniment. Merci beaucoup, Madame. Alors, la première fois que Jean d'Ormesson est venu au livre sur la place, c'était au tout début des années 80. C'est son ami François Nourricier, académicien Goncourt, qui l'avait convaincu de le rejoindre à Nancy. Il faisait un froid glacial. Il y avait des courants d'air sous l'Arqueret. Mia Romero, qui est dans cette salle et qui a été l'instigatrice du salon, s'en souvient sûrement. Et pourtant, le public était déjà là. Et en 1982, pour la première fois, il n'y avait pas encore de président, il y a eu un invité d'honneur. Le premier invité d'honneur du livre sur la place, cela a été Jean d'Ormesson. À partir de ce moment-là, lui qui incarnait tellement l'esprit français, a accompagné tant de moments forts de notre vie ici, avec son sourire malicieux, avec son incroyable érudition, avec sa voix qui ne nous quitte pas, et avec cet amour épatant, comme il aimait le dire, de la vie, que je crois qu'il avait dans son cœur un petit morceau de la place Stanislas. C'est en tout cas ce que vous me disiez tout à l'heure. Vous aviez envie de témoigner de cette histoire un peu particulière entre Jean d'Ormesson et Nancy. C'est certain. D'abord parce que le public nancéen est toujours fervent,
nombreux, curieux, et que je pense que pour tous les écrivains, mais en tout cas pour lui, c'est toujours vraiment très 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 agréable de venir ici, parce que l'auteur sait qu'il va vraiment rencontrer un public éclairé et chaleureux. Et c'est la récompense suprême pour un auteur. Donc, évidemment, il était toujours très heureux de venir. La place Stanislas. Vous l'avez accompagné souvent. Très souvent. Il m'a transmis cette. Moi, jeune fille, je ne connaissais pas Nancy, mais il me parlait de cette place que sa réputation précédait, et j'ai effectivement été éblouie, comme il me paraît impossible de ne pas l'être quand on vient ici. Et c'est d'ailleurs encore grâce à mon père que la 3e génération découvre Nancy, parce que ma mère est ici, mais ma fille également, qui découvre pour la première fois la ville, et qui a elle-même été totalement conquise par la beauté architecturale de la ville. Alors, vous ne l'avez pas vu, Héloïse, mais derrière nous, il y a cette photo que j'aime beaucoup de votre papa et vous traversant justement la place Stanislas. C'était en 2011. Et moi, je me souviens aussi dans ce lieu, à l'Opéra, de cette fois en 2007, où vous êtes monté avec lui sur scène. Vous publiez à ce moment-là le premier livre qu'il avait décidé de vous laisser, parce que vous avez eu du mal. Il a quand même attendu que vous fassiez vos preuves pendant 2 ans comme éditrice. Ah non. On avait toujours dit, j'avais toujours dit qu'on créait cette maison, c'était pas pour le publier. L'idée, c'était avec mon compagnon Gilles Cohen-Sonal, on a donc fondé la maison en 2005, et le projet n'était pas de le publier. Et puis les années ont passé. En fait, c'est maman qui lui a soufflé l'idée de recueillir des chroniques dans ce volume qui s'appelait Odeur du temps. Et en fait, on s'est dit l'un comme l'autre que la maison, il y avait 2 hypothèses. Ou la maison ne marchait pas, et pour nous aider et pour m'aider, il me faisait un cadeau et il me donnait un livre, ou la maison marchait bien, et donc à ce moment-là, on ne se refusait plus ce plaisir et on publiait, il me confiait un livre. Heureusement, ça a été la 2e hypothèse, et c'était parce que la maison marchait bien qu'il s'est dit, après tout, pourquoi est-ce qu'on se refuserait cette joie de partager aussi la seule chose qu'on n'avait pas fait ensemble, c'est-à-dire lui comme auteur, moi comme éditeur, de travailler ensemble. Ça a été je redoutais, parce qu'on avait repoussé aussi ce moment, parce que une publication, ça peut être un bonheur, mais ça peut être aussi difficile, ça peut être conflictuel, il peut y avoir des différends entre l'auteur et l'éditeur. Et puis l'écrivain peut ne pas être facile, et quand c'est son père, c'est ne pas être forcément facile. évident. L'écrivain peut être très critique et très déçu par son éditeur. Enfin bon, on mettait quand même en péril, on prenait un petit risque. Et ça a été un bonheur complet, du début jusqu'à la fin, pour moi, évidemment. Mais je crois il s'est dit, c'est vrai que cette petite maison a tout d'une grande, et puis finalement, ils sont très pros, et il était très heureux de ce constat. Et je pense que ça a été vraiment des moments de pure joie, de grâce, comme il savait en dispenser et en procurer. Moi, je me souviens des premières lignes d'Odeur du temps, qui est extrait d'un poème d'Apollinaire. Je ne pouvais pas passer à côté. Il écrivait « Ma fille, c'est ce que j'ai fait de mieux dans ma vie. Je suis plus fière d'elle que de moi. » Je pense que ce soir, c'est bien de réentendre ça. Odeur du temps. Avant que l'on parle des textes, parce que je vais vous demander pourquoi ce choix de texte que vous avez fait pour cette soirée. Quel père était-il? Est-ce que c'est un père qui vous racontait des histoires quand vous étiez enfant? Alors, je ne vais pas répondre exactement à la question, mais puisqu'il m'a appris qu'il fallait venir avec ses réponses et ne pas répondre aux questions. Non, mais quand on a un père qui est capable d'écrire ça en préface d'un livre qu'il publie donc chez sa fille, bon, qu'est-ce qu'on peut attendre de plus? Non, c'était un père. C'était
C'était un père formidable. Un père extraordinaire. C'est un père qui vous porte. Il n'y a pas de différence entre l'homme que... Vous avez tous en vous un Jean d'Ormesson. Il y a une raison pour laquelle vous êtes attaché à lui, pour laquelle vous l'aimez, vous l'appréciez. Et en fait, comme père, il était pareil. C'était quelqu'un d'extraordinaire, de merveilleux, de généreux, qui était éternellement cette érudition joyeuse, ce sourire malicieux, cette manière d'enchanter, de réenchanter le monde. Cette envie de réenchanter le monde. Il était comme un père, comme l'homme public. Enfin, il n'y a pas de... Est-ce qu'il vous a fait aimer Chateaubriand ? Ah non, peut-être pas tout à fait, non. Alors, non, ça, quand même, non. Il n'a pas tout réussi. Mais je suis pas sûre. Alors ça, c'était une autre de ses forces, un autre de ses talents, c'est qu'il n'imposait rien. Il ne supportait pas l'autorité, à vrai dire. Je pense qu'il plaçait presque au-dessus de tout la liberté. Et donc c'était quelqu'un d'extraordinairement libre, qui refusait toutes les entraves et qui ne supportait pas non plus d'en imposer aux autres. Donc il voulait pas. Donc il m'a jamais. Il m'a parlé avec effusion, avec passion, de certains textes. Donc ça m'a donné envie de les découvrir, mais il m'a jamais dit tu devrais lire ça. Et il ne m'a jamais non plus demandé de lui restituer ce que j'avais compris de tel ou tel texte. C'était pas du tout sa manière. Mais il vous a donné le goût de la littérature et en fait, très jeune, vous avez eu envie d'être éditrice. Oui, ça c'était vraiment une vocation extrêmement précoce. Je pense que peut-être à 5-6 ans, je voulais être patineuse, mais rapidement, je me suis dit, non, je veux faire des livres. À l'époque, j'avais aucune idée de quelle réalité ça recouvrait. Mais oui, c'était une vocation des premiers temps. Bon, c'est assez psychanalytique. Hein. Je pense que je ne voulais pas... écrire me paraît totalement impossible. Et encore aujourd'hui, probablement je suis un peu écrasée là, par le modèle, par l'image du père. Mais le livre était quelque chose... c'est un totem dans la famille. Et c'était un totem pour lui et c'en est un pour moi. Donc ma vie ne pouvait pas... c'est pour moi une bibliothèque, dans une maison, est quelque chose d'indispensable. C'est pas du tout un meuble, c'est pas du tout de la décoration. C'est la colonne vertébrale d'une maison et le livre, mais c'est presque un fétiche. De la même façon que pour mon père, ses manuscrits, c'était ses doudous. J'ai des souvenirs de moments douloureux et difficiles où il était très malade. Il n'a jamais lâché son manuscrit. Chambre en chambre, en service de soins intensifs, il y avait son manuscrit, exactement comme un doudou. Alors nous allons parler des textes que vous avez choisis. Lorsque tout à l'heure nous évoquions Odeur du temps, que moi j'aimais beaucoup ces chroniques sur le temps était évidemment au cœur de son œuvre. Est-ce que vous avez choisi des textes autour du temps et lesquels ? Ah bien sûr, c'était inconcevable de ne pas que le temps ne soit pas au cœur de ses lectures. Donc on a d'abord, Alice vous lira d'abord un extrait d'Au plaisir de Dieu pour approcher cette notion qu'il a tellement voulu explorer et cerner, mais par le romanesque. Donc un passage assez, vous allez voir, amusant sur les horloges et sur les horloges du château de Saint-Fargeau. Enfin, du château de Plessis-les-Vaudreuil, oui, dans le roman. Oui. C'est vrai que c'est une façon romanesque d'en parler. Voilà. Gardien des horloges. Et puis par le roman, après on passera à un texte plus comme il aimait en écrire, en détective métaphysique, où il commence à sonder le mystère de cette notion qui le fascinait et qui est fascinante.
Je crois que vous avez choisi aussi un texte où il revient sur son enfance et sur ce moment où son père est ambassadeur en Allemagne et il arrive au pouvoir, il arrive en poste dans les années 25, je crois. Et quand il en repart, Hitler est chancelier, on est en 1933. Vous Absolument. avez pris ce texte? Oui, j'ai choisi. Vous pouvez en parler un petit peu? Alors là, je préfère que vous le découvriez. Donc c'est effectivement des souvenirs d'enfance, de son enfance à Munich. Et il va se passer quelque chose. Et pour la seule et unique fois de sa vie, mon père recevra une gifle de la part de son père. Vous découvrirez pourquoi. Et ça, la séquence s'achève par une phrase que je trouve absolument merveilleuse. Ouais. Mon père pensait que, enfin, il y avait je pense qu'il y avait deux états et deux manières d'aborder le monde qu'il privilégiait. Il pensait qu'il fallait toujours s'émerveiller et être très tolérant. Et donc c'est un texte qui évoque cette tolérance. Les limites. Et les limites de la tolérance. Oui, tout à fait. Votre père parlait d'ailleurs très bien allemand, hein, je crois. Bah, en fait, il a parlé allemand avant de parler français. Oui, c'est ça. Oui. Enfin, oui, il a parlé allemand avant de parler français parce qu'il parlait assez. Son père était donc ambassadeur. Et alors, quel âge avait-il quand il était à Munich? Je ne sais pas. Je crois qu'il était plus petit en Roumanie, puis à Munich. 6 ans. Bon. Et donc, oui, il parlait allemand, oui, très couramment. Alors, il y avait aussi chez lui cette notion de fête en larmes. Je crois que C'était bien, c'est cela? Alors, C'était bien, en effet. L'extrait que je choisis s'appelle Une fête en larmes. Ça définit aussi bien sa philosophie de la vie. Absolument. Il a toujours dit que la vie était un délice et une souffrance et un délice, comme les roses. Il y a la fleur et les épines, et que l'un n'est pas dissociable de l'autre. Donc il ne sous-estimait pas la douleur, la peine, mais il retenait toujours l'aspect radieux, délicieux, lumineux du monde, encore une fois, sans minimiser la difficulté d'être. Mais on le disait souvent, un écrivain du bonheur, mais c'était plutôt cette envie de réenchanter le monde malgré les difficultés. Et c'est ce qui fait aussi qu'on l'aimait tellement. Depuis tant d'années où on l'a accueilli, les salles ont toujours été combles. Il a toujours eu un public énorme parce qu'il faisait du bien. Lui et son sourire bleu, comme disait François Nourricier. Ah oui, je pense que on vit, il le disait régulièrement, on vit dans une époque où le cynisme, la dérision sont quand même de mise. L'optimisme, on a tendance à dire que les gens qui sont optimistes sont des niais ou sont des nigauds. Et lui, sa manière d'aborder le monde, c'était d'abord parce que je pense que c'était quelqu'un qui avait gardé cette fraîcheur et le regard de l'enfant. En tout, il s'émerveillait, il s'étonnait, il était interloqué et il examinait le monde comme si ça avait été la première fois. Jusqu'au bout, je veux dire que quand il regarde, par exemple, vous avez un verre à vos pieds, Françoise, avec un peu d'eau, et l'eau, vous pouviez l'entendre pendant des minutes entières, vous décrire à quel point l'eau était une matière extraordinaire. Et il avait parfaitement raison. Sauf que on boit tous un verre d'eau en se disant bon, ça me désaltère, mais c'est tout, on s'arrête là. Alors que pour lui, c'était déjà une extase, parce que l'eau, on est composé d'eau, on la boit, mais on peut s'y plonger, donc elle est dedans, on peut la pénétrer,
Enfin, c'est effectivement vertigineux. Mais il y avait, je ne dis pas qu'il n'y avait que lui pour envisager le monde comme ça, mais on le traverse un peu. Lui, il était totalement et éternellement ouvert au monde, et prêt voulant tout explorer, en débusquant systématiquement la merveille et l'espérance en toute chose. Alors, il aimait bien reprendre la phrase de Gaston Gallimard. Il aimait les bains de mer, les femmes, les livres. Il aimait Venise aussi. On a tellement de souvenirs de lui à Nancy. Et moi, je me souviens plusieurs fois qu'il est venu parler à des jeunes qui allaient partir en voyage de classe à Venise et qu'il leur a raconté pendant 1 heure son Venise. C'était fascinant de l'écouter et surtout, les jeunes sont partis avec sa voix dans la tête et les retours étaient extraordinaires. Il avait transformé Venise et c'était un Venise littéraire. C'était toujours tellement joyeux, les souvenirs avec lui. Alors, dans les textes, et je ne voudrais pas vous émouvoir à nouveau de trop parce que on va entrer sur les derniers moments. Je veux simplement que vous sachiez que le matin où l'on a appris son décès à Nancy, la ville entière était en deuil et par la pensée vous a accompagné de la même façon qu'elle vous a accompagné lors de la cérémonie aux Invalides. Il a terminé un manuscrit juste avant sa mort. Alice Taglioni, tout à l'heure, en lira un extrait. Les 2 premières pages. Les 2 premières pages. Le livre va sortir prochainement chez Gallimard, je crois. Oui, le 15 novembre. Alors, celui-là va être publié chez vous, aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et puis, vous avez retrouvé en même temps, en allant dans son bureau juste après, une page manuscrite, la dernière. C'est-à-dire que, effectivement, il a achevé ce livre la veille de sa mort, en fait. Enfin, celui qui paraîtra donc en novembre, et dont vous entendrez tout à l'heure les 2 premières pages. Et il venait de remettre un manuscrit aux éditions Gallimard. La magie de Jean fonctionne parce qu'au moment où on prononce le nom de Gallimard, Antoine Gallimard rentre dans la pièce. C'est bon signe, ça veut dire qu'Alice Taglioni est bien arrivée. Elle est donc tout près. Elle est à Nancy. Bienvenue à Antoine Gallimard. Et donc ce texte qui était à paraître et qui est paru finalement en janvier dernier s'appelle « Et moi je vis toujours ». Et j'ai donc découvert, en allant chercher un papier, sur son bureau, il y avait 1 page de manuscrit, parce que mon père écrivait ses manuscrits, ses textes, il ne les tapait pas à la machine, il n'avait d'ailleurs pas de machine à écrire, encore moins d'ordinateur, évidemment pas de téléphone portable, pas de montre, pas d'agenda. Donc, quand je vous dis qu'il aimait la liberté et qu'il n'aimait pas les entraves, c'était vraiment un homme à la fois d'un autre âge peut-être, mais surtout extraordinairement libre, parce qu'on ne pouvait jamais savoir où il était. Dans un premier temps, on pense que c'est un progrès et que c'est une aide d'avoir tous ces outils informatiques. Mais en fait, on est tous quand même conscients, il faut l'être, qu'on est esclave de ces outils. Lui ne l'était pas. Donc, il écrivait à la main ces textes qui donc étaient tapés par la suite par une assistante. Et bon, son bureau était un fatras. C'était vraiment quelqu'un qui avait toutes les vertus, mais il y en avait une qui n'avait pas. Il n'était pas organisé. Enfin, le rangement n'était pas son fort.
il est même arrivé que dans des bureaux, les pièces entières soient envahies de livres et de papiers, qu'il n'y ait plus qu'un espèce de petit sentier entre des piles de livres et de vieux journaux. Impossible de jeter un journal. Demandez à ma mère, c'était un cauchemar. La maison était envahie par tous ces... Enfin, il fallait qu'elle déploie mais des trésors de patience et de... Bref, je ne vais pas faire de digression. Sur ce bureau, dans un désordre indescriptible, il y avait une page manuscrite, qui était donc une page, les dernières pages de « Et moi je vis toujours », avec cette fameuse phrase « Et moi je vis toujours, la mort ne peut rien contre moi ». Et c'était quand même absolument spectaculaire et vertigineux d'imaginer que sur son bureau, la seule page écrite de ses mains était cette page. C'était extraordinaire. Et puis qu'il soit mort un lundi alors qu'il avait achevé son manuscrit le dimanche, c'est aussi, je trouvais que bon, le sens de sa vie, il n'y a pas vraiment beaucoup à le chercher, même si le dernier texte est vraiment sur cette question, le sens de la vie. Il est entré dans la Pléiade de son vivant, ce qui est extrêmement rare, et qu'il l'avait beaucoup touché. C'est aussi c'est un sujet grave. Et un deuxième tome va paraître bientôt. Va paraître fin septembre. Donc, Jean... Et il en était, alors vraiment, il avait, je pense que ça faisait partie des choses qui lui avait fait le plus plaisir. Je pense que l'entrée à l'Académie française avait sûrement été une grande joie et une fierté, mais l'entrée dans la Pléiade, pendant des semaines, il n'y croyait pas, après l'appel d'Antoine. Il était, mais là encore, comme un enfant à qui on avait décroché la lune. Et quand il est entré à l'Académie française, vous étiez enfant. Oui. Ça vous a fait quoi ? Je me souviens plus exactement de sa phrase, mais il avait encore une fois été très très fier de vous. Parce que... J'avais répondu, parce qu'évidemment, j'avais 10 ans et on me disait toujours vous devez être fier de votre papa, mademoiselle. Alors bon, à la je sais pas, 100e personne, je lui dis mais j'ai pas attendu qu'il soit académicien pour être fier de lui. Bon, voilà. Donc bon, un petit peu insolente sur les bords, et ça lui avait fait plaisir. Parce qu'évidemment, il était très content de pouvoir. À la fois, il aimait le protocole et toute la tradition de cette grande maison qu'est l'Académie, mais sans moquer, avec beaucoup de tendresse, ne lui déplaisait pas. Donc, oui, il avait aussi un rôle à l'Académie très exceptionnel. Il faisait aussi un lien entre les générations à l'Académie. Et il manque énormément. Ça, oui, je pense qu'effectivement. Mais c'était parce que tout le monde l'aimait. Tout le monde l'aimait, mais surtout c'était quelqu'un qui, il arrivait à dénouer vraiment les écheveaux et les problèmes. Il n'y avait plus de nœuds quand il était là. Il y avait plus les choses ne se crispaient plus. Il arrivait toujours par le rire, par l'humour, par l'esprit, à faire que tout finissait par se résoudre, que les antagonismes se disparaissaient, et il arrivait à réconcilier peut-être des courants à l'Académie, comme partout, comme dans tous les clubs et les assemblées, il y avait des divergences, et grâce à lui, elles s'estompaient, voire même elles disparaissaient. Et je pense que, oui, j'imagine qu'ils vont mettre du temps à retrouver oui. cette espèce de concorde. Je pense qu'ils ne la retrouveront pas. Parce que Jean d'Ormesson non, mais là, vous n'avez pas est irremplaçable. Bon. Est irremplaçable. Alors, je pense que Alice ne devrait pas tarder bientôt à arriver. J'ai vu que vous aviez apporté comme un chant d'espérance. Non, mais parce que moi, encore une fois, Françoise, moi j'ai besoin d'espèce de talisman. Et donc ce livre... Est-ce que c'est un livre qui compte particulièrement pour vous ? Je dirais que c'est le premier inédit qu'il m'a confié.
Donc évidemment, il compte de ce point de vue-là. Et c'est bon, en plus ce titre comme un chant d'espérance. Mais il y en a tellement des titres qui résument sa philosophie, son art de vivre. Qu'ai-je donc fait et puis beaucoup de titres extraits de poèmes. Aragon. C'était bien. C'était bien. C'était bien, oui, bien sûr. Alors, je voudrais signaler que vous avez fait faire des marque-pages et que toutes les personnes qui, pendant ce salon et ce soir, bien sûr, à la sortie, achèteront un livre de Jean d'Ormesson, auront un marque-page de lui avec une phrase, en particulier celle-ci, puisque c'est, je pense, une des premières phrases du roman qui va apparaître chez vous le 15 novembre. Un Hosanna sans fin est un roman sur Dieu, sur son œuvre, sur les hommes et sur rien. C'est lui, ça. Oui, ça c'est indiscutablement de lui. Eh bien, je crois, Héloïse, que nous allons laisser Alice Taglioni nous remplacer et nous allons pouvoir toutes les deux nous effacer. Merci beaucoup pour cet entretien très improvisé. Et bonsoir à tous. Pardon pour cette arrivée tardive, mais qui ne manque pas de fantaisie et que je dédie à Jean, qui était finalement certainement aussi fantaisiste. Donc voilà. Je suis très heureuse, très touchée d'être là. Je pense que c'est la première fois que je participe, enfin que je lis des textes en public. Certes, j'ai l'habitude d'en dire grâce à mon métier, mais là, c'est un exercice un peu particulier pour moi. Donc j'espère que voilà, vous me pardonnerez si jamais j'ai des petits bafouillements, des petites hésitations, et si je perds mes pages, parce que c'est vrai que dans l'agitation, j'ai pas le bon cahier, mais c'est pas grave, je vais y arriver. Alors je vais commencer par vous lire un extrait du livre de « Je dirais malgré tout que cette vie fut belle ». Une des phrases que j'entends le plus souvent dans mon enfance, c'est « le petit est agité » ou « le petit est fatigué ». Le petit, c'était moi. Ma fatigue, aux yeux de mes parents, se traduisait par mon agitation. À la fin de notre séjour en Bavière, vers l'âge de 7 ou 8 ans, ma mère, un beau jour, fait venir un médecin qui me recommande, je l'entends encore d'ici, de me reposer en ne pensant à rien. « Penser à rien », lui dis-je. « C'est impossible. Je pense tout le temps à quelque chose. Presque à rien d'ailleurs, mais enfin à quelque chose. » Je me rappelle vaguement la fille d'un tailleur de Munich qui doit avoir quelques années de plus que moi et qui porte une robe rouge. Elle me plaisait beaucoup. Je pensais souvent à elle, j'aurais aimé la revoir. Mais ce qui me marque, j'imagine, même à l'âge de 6 ans, beaucoup plus que les amours enfantines, c'est l'histoire en train de se faire. Et elle n'est pas très gaie. Dans l'Allemagne de cette époque, l'amertume de la défaite, les conditions du traité de Versailles, trop faibles pour ce qu'il avait de dur, trop dur pour ce qu'il avait de faible, l'inflation, le chômage, la crainte du communisme, la désagrégation sociale font le lit du national-socialisme. J'ai raconté plus d'une fois un de mes souvenirs les plus anciens. Je suis installée au balcon de la légation et je regarde défiler derrière un drapeau rouge avec une drôle de croix noire dans un cercle d'argent, une troupe de jeunes gens qui chantent, très bien, sous les applaudissements de la foule. Entraînée par l'allégresse générale, j'applaudis à mon tour. Et surgit soudain par surprise derrière moi, mon père m'allonge avec beaucoup de douceur, la seule gifle qu'il m'ait jamais donnée. Plus tard, j'invente peut-être le lien avec la scène que je viens de raconter. Mon père, qui était la tolérance même, m'explique qu'il y a une limite à la tolérance. C'est l'intolérable. Je vais vous lire un extrait de « C'était bien ».
une fête en larmes. J'étais gaie, j'étais triste, j'étais fou de bonheur et accablée de chagrin. La vie m'a toujours paru délicieuse et le monde plein de larmes. Il y a du mal sous le soleil et je doute que l'histoire en vienne jamais à bout. Je ne crois pas que demain sera débarrassé du mal qui affligeait hier. Rêver d'un monde parfait qui brillerait devant nous et d'une naïveté meurtrière. Beaucoup ont souffert et sont morts sous le prétexte séduisant et criminel, comme Lucifer lui-même, de changer le monde en paradis et de rendre aux hommes leur innocence. Je ne crois pas non plus, inversement, qu'hier n'était que délice et que demain sera un cauchemar, ni que nous courions à notre perte. S'imaginer que le bonheur est à jamais derrière nous, soutenir que le progrès est une illusion, voir l'avenir comme une menace constitue un des signes les plus sûrs de la sénilité. Nous sommes la proie depuis toujours de deux tentations symétriques et funestes, l'angélisme et le désespoir. Au-delà d'un optimisme et d'un pessimisme également sans fondement, la vie a toujours été et sera toujours une souffrance. Et elle est un miracle. Elle est une fête en larmes. Il y a, comment le nier, des époques de l'histoire plus lumineuses que d'autres. Et certaines sont sinistres. Comme il y a des périodes de notre vie plus heureuses ou plus ternes. Je ne me sens pas très bien, il y a des années comme ça. Les invasions des Mongols ou des Huns, le sort des villes assiégées tout au long de l'histoire, les innombrables massacres qui culminent dans la Shoah, le destin des Noirs ou des Indiens dans l'Amérique des siècles passés restent, parmi beaucoup d'autres, passés, présents, futurs, des souvenirs d'apocalypse. On dirait que le mal court sous des masques innombrables et qu'il explose soudain à la façon d'une bulle ou d'un volcan, trop longtemps comprimé. Et sous des formes toujours nouvelles dont notre temps a le privilège peu enviable d'avoir donné une foule d'exemples. Tout au long de nos désastres sans fin, les travaux continuent, sous les malheurs qui frappent les peuples et qui ne relèvent pas tous de la malignité des hommes. Tremblements de terre, raz-de-marée, éruptions, inondations, peste noire, grippe espagnole ont longtemps fait plus de victimes que les guerres et la haine. L'histoire poursuit ses manœuvres souterraines. On dirait qu'elle profite du mal pour mieux placer ses pions, au point que certains ont pu soutenir que les guerres et les grandes catastrophes sont des facteurs de progrès matériel et moral. Je n'en crois rien, je l'avoue. Le culte de la guerre m'a toujours paru monstrueux. Il se peut qu'il faille la faire, mais toujours sans l'aimer. Je préfère les victimes aux héros. À voir l'histoire avancer entre tant de périls, je serais plutôt tentée de penser, avec un peu d'audace, qu'il lui arrive de se dérouler toute seule, en toute indépendance, loin des efforts des hommes, comme une sorte de force organique chargée, en bien ou en mal, de missions mystérieuses, de rétablir l'équilibre, de rappeler les puissants à leurs tristes conditions, de bousculer le monde pour le faire avancer. Sans remonter jusqu'à Moïse, qui n'est peut-être qu'une légende, à tant de coups du sort qui changent le cours des batailles, à la tempête qui disperse l'invincible armada, deux événements aussi imprévisibles et aussi imprévus que la chute du mur de Berlin, par exemple, ou l'attaque contre les tours jumelles de New York, ont pu renforcer ce sentiment, sans doute trompeur, d'une fatalité qui se situerait à mi-chemin entre la mécanique et la métaphysique. Il y a du mal dans le monde, il y a du mal dans la vie et au cœur de chacun d'entre nous. Tout le long des siècles se succèdent la lèpre, la peste, la variole, la tuberculose, la syphilis, le cancer, la dépression, le sida, la maladie d'Alzheimer ou celle de Parkinson. On pourrait écrire une histoire médicale qui recouperait l'histoire politique, sociale, économique et littéraire. La phtisie règne au XIXe, encadrée par deux figures emblématiques de femmes. Pauline de Beaumont, qui, avant de s'éteindre dans ses bras au pied de la Trinité des Monts à Rome, écrit à Chateaubriand « Je tousse moins, mais je crois que c'est pour mourir sans bruit. » Et la Dame aux camélias, qui, passant du fils du grand Dumas à Giuseppe Verdi, deviendra la Traviata et nous quittera dans des chants entremêlés de tout. À mesure que la science tranche les faces de Gorgone, de nouvelles têtes poussent à l'hydre pour poursuivre le travail et répandre la terreur. Aucun d'entre nous n'est à l'abri du mal qui frappe à coups redoublés. Ce mal,
dont le christianisme nous parle avec génie, sous les espèces du péché originel et d'une certaine façon de l'incarnation, sacrifice inversé et suprême, offert non plus par les hommes à Dieu, mais par Dieu aux hommes pour racheter le mal de l'histoire, ne peut ni s'effacer ni triompher. Nous ne nous en débarrasserons pas et il ne l'emportera pas. L'histoire continue, toujours différente, toujours semblable à elle-même. Elle ne cesse jamais de changer et elle ne change jamais. Immobile et inventive, elle a pourtant un début et elle aura une fin. Il y a un sens de l'histoire, aux deux sens du mot, une direction liée à la flèche du temps et une signification. Mais cette signification, nous ne pouvons pas la connaître. Le sens de l'histoire est un secret et nos efforts pour le percer sont voués à l'échec. Ceux qui croient l'avoir découvert vont au-devant de grands malheurs, comme Dieu lui-même. Le sens de l'histoire est caché. Le monde au loin, très loin, roule vers une fin inconnue. Après tant d'épreuves surmontées et acceptées, en fin de compte, par amour de la vie, à quoi cette fin de l'histoire pourrait-elle ressembler? À une catastrophe sans nom, j'imagine, et à une paix enfin retrouvée. Quel effroi et quel bonheur! Je vais vous lire un extrait de « Au plaisir de Dieu ». L'horloger de Roussette. La petite vitesse ne surgissait dans notre vie qu'une fois par an, dans chaque sens. L'horloger de Roussette venait une fois par semaine. Tous les châteaux du monde, en Écosse et dans les Carpates, en Bohême ou dans le Val-de-Loire, s'enorgueillissent toujours de 365 chambres. Plessis-les-Vaudreuil aussi avait 365 chambres, ou à peu près. Nous n'avions jamais compté. Il y avait une pendule dans chaque chambre, 8 pendules dans les salons, 2 pendules dans le billard, 6 pendules dans les bibliothèques. Et je ne parle que pour mémoire des cartels et des régulateurs. Monsieur Macavoine venait tous les samedis de Roussette pour remonter les pendules. Pourquoi le samedi? Pour permettre aux pendules de sonner toutes ensemble le dimanche à midi. Le dimanche à midi, -2, mon grand-père de retour de la grand-messe, que nous écrivions encore grand-messe, c'est visuel, s'installait dans un des salons où le doyen Mouchou, invité tous les dimanches à déjeuner et à dîner, ne tarderait pas à le rejoindre dans sa vieille soutane verdie par les années, alléchée non pas encore par les paix de nonne réservées pour le soir, mais par le poulet à la crème du dimanche matin. Pour bien montrer qu'il n'avait rien d'un maniaque, mon grand-père changeait volontiers de fauteuil et même de salon. Il tirait de son gousset la montre d'or que son arrière-grand-père avait donnée à son grand-père le jour de ses 21 ans. Et il attendait. À midi, toutes les horloges du château se mettaient à sonner en même temps. À midi et 1 minute, mon grand-père remettait dans sa poche la montre de son grand-père et il se replongeait dans l'Action française ou dans les mémoires du duc de Saint-Simon ou encore dans le congrès de Vérone de Chateaubriand. Parfois, à midi 3 ou 4, mon grand-père était tiré de sa lecture par la sonnerie tardive d'une horloge. Alors, par un valet de pied, il faisait appeler M. Desbois pour qu'il en parle à M. Macavoine. La clé de chaque pendule était glissée derrière les nymphes, les rocailles, les colonnettes de porphyre ou accrochée avec un ruban. Mais l'idée de s'en servir soi-même ne serait jamais venue à chacun d'entre nous. À la suite, j'imagine, d'une distraction de M. Macavoine, j'ai vu des pendules qu'on consultait tous les jours s'arrêter d'épuisement. Il fallait attendre le prochain passage de M. Macavoine pour la remettre en état de marche. C'était que nous vivions dans un ordre et dans une hiérarchie qu'il s'agissait de maintenir jusque dans les détails les plus minuscules et où le principe « une place » pour chaque chose et chaque chose à sa place s'appliquait aussi aux hommes. Peut-être surtout aux hommes d'ailleurs. Le rôle de M. Macavoine, je dis Macavoine, c'est peut-être Machavoine, bon. M. Macavoine dans cette vallée de larmes où Dieu nous avait jetés était de remonter nos pendules. Le nôtre était de l'attendre et de le regarder. C'était un plaisir dont je ne me lassais pas. La venue de M. Macavoine me plongeait presque toujours dans des délices ineffables. Il parlait peu. C'était un petit bossu qui faisait très peu de bruit et qui menait son affaire avec des gestes précis et sûrs d'antiquaire ou de chirurgien.
Il se glissait de pièce en pièce, toujours vêtu de noir, saluait brièvement, s'emparait de la pendule comme d'un être vivant, la caressait quelques instants, l'époussetait avec un plumeau, s'enhardissait de temps en temps jusqu'à une retouche de vernis ou à quelques collages de motifs ébranlés, ouvrait le patient pour plonger un regard d'aigle dans ses ressorts les plus intimes, se mettait enfin à remonter les mécanismes avec une fermeté et un tact exquis, et la musique de ses rites enchantés me causait un bonheur qui aurait, j'imagine, quelques révélations à murmurer à l'oreille avide et subtile de nos psychanalystes d'aujourd'hui. Son calme, sa régularité, sa simplicité, sa douceur presque silencieuse me rejetaient hors du temps, au sein même du refuge que constituait l'été, le château, le jardin. Les gestes de M. Macavoine en creusaient encore un autre, plus secret et plus profond. Par un étrange paradoxe, ces horloges remontées réunissaient à arrêter un temps depuis toujours immobile. Je m'arrangeais pour guetter tous les samedis vers 10h le magicien aux pendules. J'essayais ce jour-là de rester dans ma chambre mi-close, à l'abri du soleil derrière les persiennes ou les rideaux tirés. Je prenais un livre, j'attendais. J'écoutais les pas du bossu à travers les couloirs du château et le bruit délicieux des globes retirés, des cadrans heurtés par la main, des mécanismes remontés, des colonnettes revissées ou des lyres redressées. Il me semblait entendre le frôlement du plumeau et le trajet des aiguilles remises, sans brutalité ni faiblesse, à leur place légitime. Je distinguais les sonneries de la marqueterie de Boulle, du bronze doré Louis XV, de la rocaille du salon, de la chinoiserie de la chambre bleue, de la corne verte du billard, du vase antique de la chambre à côté de la mienne. Enfin, la porte s'ouvrait. Monsieur Macavoine entrait. Je retenais mon souffle. Je ne faisais plus un mouvement pour mieux jouir de la qualité si pure des sons et des gestes tirés par Monsieur Macavoine, du silence et de l'immobilité. L'exaltation minuscule durait quelques instants. J'avais déréglé les aiguilles plus souvent que de raison pour avoir le bonheur d'entendre sonner les heures et les demi sous les doigts de Monsieur Macavoine en train de rétablir, dans son modeste domaine, l'ordre voulu par Dieu, par mon grand-père et par lui. Il remontait la pendule, refermait le globe, donnait un dernier coup de plumeau ou de son chiffon de laine, léger comme de la soie. C'était fini. Il sortait. Parfois, je trouvais l'audace de le suivre ou mieux encore de le précéder. Monsieur Macavoine me trouvait alors successivement installé dans un fauteuil, plongé dans ma lecture, visiblement étonné de son arrivée inattendue, dans la chambre de la marquise et dans la chambre aux œillets. Lui aussi, j'imagine, devait éprouver quelques surprises. Mais il n'en laissait rien paraître. Il remontait sa pendule, saluait, ressortait et me retrouvait 5 minutes plus tard, pour la 4e fois, dans la chambre de la tour. Il me saluait de nouveau et il remontait sa pendule. Monsieur Macavoine était un sage et je l'aimais, sans jamais rien lui dire, pour ces extases qu'il me donnait, surgies de l'habitude, du silence et du temps. Je vais vous lire un extrait du Guide des égarés. Le temps m'a toujours fasciné. De la gloire de l'Empire et d'au plaisir de Dieu à l'histoire du juif errant et à la douane de mer, de c'est une chose étrange à la fin que le monde a comme un champ d'espérance, j'ai écrit quelques livres. Tous, sans exception, tournent autour du temps. Rien de très surprenant. Dans le monde où nous vivons, tout tourne autour du temps. Le temps qui nous est si familier, qui rythme notre existence sans avoir l'air d'y toucher et que les puissants organisent à leur gré, en utilisant et en bouleversant les innombrables calendriers successifs. Les calendriers solaires, les calendriers lunaires, Jules César et le calendrier julien, Grégoire XIII et le calendrier grégorien, la Convention nationale et le calendrier républicain, pour ne rien dire du découpage en secondes, en minutes, en heures, en semaines, en siècles et en millénaires, du choix des fêtes d'obligation, de la fixation de la date des vacances, ni des allers-retours des heures d'hiver et d'été. Est un système d'une complication infernale. Il n'est composé ni d'ondes ni de particules. Il n'est pas soumis à l'évolution. Il n'est pas l'œuvre des hommes. On se demande d'où il sort. Nous ne savons pas.
De quel chaudron magique, de quels abîmes métaphysiques? Nous l'ignorons. Nous savons tout, ou presque tout, de la matière, de l'air, de l'eau, de la lumière, des lois immuables qui gouvernent l'univers avec une rigueur surprenante, et même de la pensée. Nous ne savons rien de ce temps dont le mystère effrayant finit par nous sembler d'une évidente simplicité et comme allant de soi. Tout ce que nous pouvons en dire, c'est qu'il y a un avenir caché quelque part, mais où? Et dont la seule ambition est de se changer au plus vite en un passé logé dans notre cerveau, et uniquement dans notre cerveau. Cette précipitation immobile transite le plus brièvement possible par un état paradoxal qui en est le but et le cœur, et que nous appelons le présent. Le présent perpétuel du monde où nous vivons a deux propriétés surprenantes et contradictoires. Il est absolu, totalitaire, universel, au point que nous pouvons affirmer qu'il n'y a jamais rien d'autre que cette éternité provisoire et hâtive, puisque tout, dans la vie et dans le monde, ne se situe jamais qu'au présent. Et il est inconstant jusqu'à l'inexistence, puisqu'un avenir encore inconnu ne se change soudain en présent que pour se changer aussitôt et à l'instant même en un passé déjà évanoui. Le propre du présent perpétuel est d'être toujours absent. Cette épopée métaphysique qui ne s'arrête jamais et emporte tout sur son passage m'a longtemps rendu presque fou. Je voyais dans le temps comme une sombre puissance qui se déroulait à la façon de l'espace et qui se combinait avec lui. Il y avait l'espace, domaine de la coexistence, et il y avait le temps, domaine de la succession. Règles immuables de l'univers ou cadre nécessaire de notre pensée, et peut-être les deux à la fois, l'espace et le temps constituaient la structure de toute vie et de toute réalité. Et pour faire bonne mesure, j'imaginais que l'espace et le temps sortaient l'un et l'autre à la façon de deux fleuves ou de deux marées gigantesques, de l'explosion primitive et tombaient en cascade des hauteurs du Big Bang pour quadriller l'univers. Cette conception courante du temps, héritée sans doute de saint Augustin, je la partageais avec beaucoup. Et puis les interrogations se sont multipliées. La physique mathématique en venait de plus en plus souvent à se passer du temps dans ses calculs. Il devenait difficile de concevoir un temps sur le modèle de l'espace, une sorte d'espace mis en mouvement. L'origine de l'espace avait quelque chose de fantastique et de hautement paradoxal, mais enfin il était possible d'imaginer l'expansion accélérée d'un espace surgi d'une explosion. Il était impossible de se faire une idée, même floue, d'un flot ou d'un flux temporel qui coulerait de lui-même, indépendamment de l'univers qui l'emportait avec lui. Il était possible de concevoir un espace vide, il était impossible de concevoir un temps vide. Ce n'était pas le monde qui était dans le temps, mais le temps qui était dans le monde. Le temps existe, bien sûr, puisque nous vieillissons et mourons, puisque tout passe et s'en va. Mais il n'a pas, comme l'espace, une réalité par lui-même. Il n'est pas un fleuve où nous nous plongerions. Mystère profond, il est attaché à la matière et à la vie. Memento mori, perpétuel et tout-puissant, il est sur toutes les formes les plus diverses de la réalité et de l'existence, sur toutes leurs facettes et tous leurs fragments les plus infimes, la marque indélébile d'un élan vers la mort et la disparition. De ce temps si peu vraisemblable où le présent est toujours absent et qui n'est pas un torrent descendu, on ne sait d'où, mais le rappel perpétuel du dur destin de ces vivants qui sont des morts en sursis. Les poètes, comme d'habitude, ont dit d'avance tout l'essentiel. Boileau, souvent cité par Borges qui l'admirait, « Le moment où je parle est déjà loin de moi. » Et Ronsard, notre maître à tous, « Le temps s'en va, madame, las. Le temps non, mais nous nous en allons. » Toujours dans le guide des écarrés, l'étonnement. Je suis là, j'existe, vous êtes là, vous existez. Nous sommes là, nous existons. Ne chipotons pas, c'est un étonnement, c'est une stupeur. Mais c'est comme ça, nous participons tous ensemble.
sans avoir rien demandé à une évidence fragile, lumineuse et confuse à laquelle nous tenons plus qu'à tout, en dépit du mal qui nous arrive d'en dire la vie. Autant que nous sachions, et au moins jusqu'à aujourd'hui, cette vie, qui est notre bien le plus précieux, se déroule sur une planète privilégiée et banale, fraction minuscule et franchement risible de l'immense univers. Extrait. Qu'ai-je donc fait ? Travailler prenait de la peine. Oui, je sais, j'écris toujours la même chose. Je préfère me répéter à me contredire, comme l'ont fait avec un sérieux imperturbable tant de grands esprits autour de nous. Je n'écris ni du Sartre, ni du Duras, ni du Lacan. J'écrirai plutôt contre eux, ni hélas du Gide, du Toulet, de l'Aragon. J'écris ce que je suis, et j'écris ce que je sais. Et je sais que si je suis ce que je suis, c'est d'abord à mes parents et à mes maîtres que je le dois. Je n'en finirai jamais de leur dire ma gratitude et de chanter leurs louanges. Je le sais aussi, des sentiments comme cela, il faut être gonflé pour en parler en public. C'est ringard, c'est vieux jeu, ça ne se fait plus du tout dans la littérature vivante d'aujourd'hui. La littérature vivante d'aujourd'hui, qui m'a si souvent emmerdée avec son sérieux implacable et son pédantisme expérimental et toujours avorté, je lui rends bien volontiers la monnaie de sa pièce et je l'envoie se faire foutre avec beaucoup de gaieté. Je ne sais pas si je serai encore vivant demain, mais je suis sûre que la littérature vivante d'aujourd'hui, qui avec son intolérance de donneuse de leçons et ses fanfaronnades de mauvais sentiments, est l'exact pendant, inversé et beaucoup plus prétentieux, de la crétinerie des pompiers de la peinture et de la littérature de la fin du XIXe siècle, sera morte avant moi, si elle n'est pas déjà morte. C'est vrai, j'ai beaucoup parlé de mon père, janséniste, inflexible, tolérant, ardemment républicain en dépit ou à cause de ses guêtres et de son col dur, de ma mère, catholique et romaine, élevée dans les chasses à cour, héritière de Jacques Coeur et de la grande mademoiselle, de mes maîtres successifs, pour la plupart communistes. Vous êtes peut-être rasés avec eux. Je n'y reviendrai ici que pour les remercier encore et toujours. Les remercier de quoi ? De m'avoir imprimé dans l'esprit que puisque je voulais ne rien faire, il me fallait travailler. La première réponse à la question posée par ce livre. Qu'ai-je donc fait ? Et que j'ai travaillé. Travailler, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. A été le refrain de mon enfance heureuse, insouciante et paresseuse. Travailler à quoi ? À regarder le monde, à le comprendre, à essayer de l'aimer. Le fond ne manquait pas. J'ai pris le pli très tôt. Je lisais tout ce qui me tombait sous les yeux. Les pieds nickelés, les prospectus, les modes d'emploi, les ordonnances médicales, les affiches sur les murs. Arsène Lupin, plus tard. L'île au trésor, le bon Dumas, les merveilleuses chroniques italiennes de Stendhal, les contes drôlatiques de Balzac, Maupassant et Flaubert, Rabelais, Ronsard, Corneille et Racine, Gide et Peggy, dont le piétinement m'enchantait, Proust, Hemingway et le paysan de Paris. J'aimais savoir, j'aimais apprendre. Un extrait de « Et moi, je vis toujours ». Une beauté pour toujours. Tout passe, tout finit, tout disparaît. Et moi qui m'imaginais devoir vivre toujours, qu'est-ce que je deviens ? Il n'est pas impossible que je sois une espèce de cheval fou, sans Dieu ni maître, livré aux caprices du hasard et qui galope vers je ne sais quoi. Je vais peut-être nulle part, sans programme et sans règle, au petit bonheur la chance, à la va comme je te pousse. Disons les choses d'un mot. Il n'est pas impossible que je n'ai pas le moindre sens. Je passe, je dure, je coule avec le temps, j'édifie, je détruis. Et de moi, comme de vous, un jour, plus ou moins loin, il ne restera rien. Je prononce ces paroles et au moment où je les dis, je n'en crois pas un mot.
Je suis l'histoire, et cette histoire-là dans sa totalité, mes forêts natales, l'Euphrate, le Nil, l'Indus, Homère et la guerre de Troie, l'invention de l'écriture et des mathématiques, le songe de Sainte Ursule et le songe de Constantin, la foi et l'espérance, le concerto numéro 21. Et vos erreurs et vos chagrins mêlés à cette soif de justice et de beauté qui vous a tant travaillé. Tout ce qui est apparu avant de passer ne peut pas disparaître corps et biens. Ce qui a été, et même si ma vie n'est qu'une espèce de songe, ce songe-là aura tranché sur le néant et sur l'éternité. Un de vos grands hommes, vers le milieu du XXe siècle, Vladimir Jankélévitch, écrit des mots inoubliables. Si la vie est éphémère, le fait d'avoir vécu une vie éphémère est un fait éternel. Moi non plus, nous le savons, vous le savez tous, je ne suis pas éternelle puisque je suis le temps et que le temps s'écoule. J'ai passé, je passe, je passerai. Mais que je sois passée sous les espèces de l'histoire, sûre et dans ce monde éphémère où vous avez vécu, est une vérité et une beauté pour toujours. Et la mort elle-même ne peut rien contre moi. Encore un extrait de « Et moi je vis toujours », mon dernier masque. Universel et total, entre liberté et nécessité, je ne suis ni la beauté, ni la justice, ni la vérité. Je suis l'histoire. J'ai été ingrate, injuste, superficielle, menteuse, violente, criminelle. Que de pages de mon long roman je voudrais effacer. Je suis l'image même de votre grandeur et de votre bassesse. J'ai fait des choses immenses et de toutes petites. J'ai été puissante et misérable. J'ai trop aimé. D'un côté, les batailles, les conquêtes, le pouvoir. De l'autre, la gaieté, la légèreté, l'ironie. J'ai eu un faible pour les livres. Ils sont mes instruments et mon trésor. J'ai fréquenté la Bible, l'Iliade, les mémoires d'outre-tombe, à la recherche du temps perdu. J'ai traduit pour Akbar des textes latins ou arabes. J'ai même écrit, vous souvenez-vous, 2 livres du second rayon, Le Million de Marco Polo et Le Traité de fauconnerie de Hohenstaufen. Voilà que je suis tombée à mon tour dans le piège de l'écriture, dans le miroir aux alouettes de la littérature. J'ai laissé rédiger, sous un nom d'emprunt, quelque chose qui ressemble à une autobiographie. Le dernier masque que j'ai pris est celui d'un garçon. Déjà vieilli sous le harnais qui s'était mis en tête de rédiger mes mémoires. Il avait pondu dans sa jeunesse une chronique truquée de sa famille, une fausse histoire du monde, une biographie bien imparfaite de Dieu. Il m'a tannée pour retracer mes aventures. Je l'avoue, je l'ai laissé faire. Je le regrette. Après avoir gribouillé bien des pages pour les autres, c'est un autre, en fin de compte, qui prétend vous présenter ma longue vie et mon œuvre. Le peu que j'en ai lu ne m'a pas enchantée. Quelle idée de vouloir retracer tant d'espérances et d'échecs, tant de belles aubes et de tristes soirs. Enfin, ce qui est fait est fait. Il est trop tard pour corriger ce qui devrait être corrigé. Ne me jugez pas trop sévèrement. Je vaux mieux que ces souvenirs lacunaires et aléatoires qui, non contents de s'emparer de ma voix, ne constituent, en dépit de leur ambition, qu'un livre de plus parmi les autres. Je vais vous lire un extrait du roman posthume, Un hosanna sans fin. Grâce à Dieu, je vais mourir. Comme tout le monde, comme vous. Avant vous, sans doute, ma vie est déjà longue. J'approche du bout du chemin. Mais rien de plus capricieux que cette mort si certaine. Il n'est pas interdit à un lecteur ou à une lectrice en parfaite santé et beaucoup plus jeune que l'auteur de disparaître avant lui. L'histoire est imprévisible. Ce qu'il faut dire avec force dès le début de ce petit livre, c'est que personne n'est sûr de rien. Il n'y a que 2 choses de sûres parmi tant de choses possibles et douteuses. La première, nous sommes nés. La seconde, nous mourrons. Inutile,
si nous vivons, d'espérer échapper à la mort. Nous mourrons parce que nous vivons. J'entre dans la vie, écrit Bossuet, avec la loi d'en sortir. Un dernier extrait, un hosanna sans fin. Nous mourrons, c'est tout simple, parce que nous avons vécu. Mais pourquoi diable naissons-nous? Notre arrivée dans ce monde est-elle vraiment nécessaire? Est-elle même très utile? Est-elle prévue de toute éternité ou relève-t-elle du hasard? Il y a une loi qui nous contraint à mourir au terme de notre vie. Y a-t-il une loi au début qui nous contraindrait à vivre? Autant que toute mort, et peut-être plus encore, toute naissance est une énigme. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci. C'est pas moi que vous applaudissez, évidemment, mais c'est Jean d'Ormesson. Et c'est très touchant pour moi de lire ces extraits, vraiment. Et je me sens plus riche maintenant qu'il y a une demi-heure. Donc, vous voyez. Merci beaucoup.